Pour commencer, je vous propose de nous dire qu'est-ce que le narcissisme? Comme ça, on va commencer à mettre un petit peu de lumière dessus et peut-être quelles sont ses différentes formes? Bah, le narcissisme, c'est un mot valise puisqu'on peut faire soit référence à la légende de Narcisse, qui se mirait dans l'eau jusqu'au point de, s'immerger dans sa propre image et d'en mourir. Il faut noter dans la légende grecque que Narcisse est quand même né d'un viol, hein, au départ dans la légende. Mais si on se va vers la modernité, le terme a été créé par Nietzsche qui était un Allemand, mais c'était plutôt pour décrire l'homosexualité. Pour décrire, l'auto-érotisme, ça a été repris par Freud. Bien que Neck fût un penseur pré-nazi, Freud a repris ce concept et l'a élargi finalement en termes finalement des fonctions psychologiques. Le terme a eu une grande popularité et on peut, le considérer actuellement comme une description d'un comportement à travers le DSM-5. C'est comme ça qu'on conceptualise le mieux, sans théorie préalable sur ce que c'est. C'est un trouble de personnalité qui est caractérisé par la grandiosité, l'absence d'empathie, la manipulation des autres, qui sont considérés un peu comme des objets, destinés à être le faire-valoir d'une personne grandiose, qui est toujours en développement maximum de soi et qui n'hésite pas à marcher sur les pieds des autres, pour parler comme tout le monde. Donc c'est ça, comme ça qu'on pourrait centrer le débat et je centrerais plutôt le débat sur le trouble de personnalité narcissique, puisque c'est un problème de psychologie quotidienne pour tout le monde et aussi un problème thérapeutique que les psys. Et est-ce qu'il existe des formes saines de narcissisme? Si on prend la personnalité narcissique, on peut la diviser en 3 grandes formes. Le narcissisme à haut fonctionnement, qui est, le narcissisme des grands leaders, qui pose relativement peu de problèmes puisque c'est des gens qui acceptent un certain nombre de limites. On peut dire qu'il y a aussi un trouble de personnalité narcissique instable. C'est des gens qui sont envieux, dépressifs, toujours dans l'idée, de se dire que: «De quoi j'ai l'air? Qu'on va dire de moi?» Dépriment facilement. Et puis, il y a, le narcissique malveillant, c'est le fameux pervers narcissique qui a été si bien décrit par, le psychanalyste Aplaney, qui est un personnage absolument, imbuvable, mais qui se cache. C'est-à-dire qu'il a des traits de personnalité de prédatrice mais qui capte si habilement qu'on ne les voit pas venir. C'est le narcissique le plus toxique et c'est un narcissique qui ne doute pas de lui-même. Il pense qu'il a toujours raison et que puisqu'il a toujours raison, les autres doivent le fuir. Est-ce qu'il y a des pathologies qui pourraient suivre le narcissisme? C'est-à-dire que là, vous avez parlé de dépression. Qu'est-ce qu'il y a des pathologies qui accompagnent? Bah, les pathologies qui accompagnent peuvent être très variées parce que, comme vous voyez, le narcissisme, c'est une fonction psychologique aussi normale, hein. Il faut bien voir qu'il y a un stade égocentrique chez l'enfant, qui a été décrit par Piaget, qui est un stade normal de fonctionnement. On ramène tout à soi au lieu de se décentrer et d'avoir des opérations qui sont plus logiques, concrètes ou abstraites et le décentrement n'a pas eu lieu. Entre 1 et 7 ans, c'est une phase normale. Si on est dans le trouble, c'est-à-dire, dans, le fait de monter sur les pieds sur les autres sur les pieds des autres, on est, dans une pathologie qui va, peut-être être associée avec d'autres formes de troubles de personnalité et en particulier la personnalité borderline ou limite, qui est très souvent associée à un trouble narcissique important. La personnalité, hystérique, ou histrionique, pour parler comme le DSM et la personnalité, dépendante aussi, pour avoir de telles coalitions ou alors, avoir aussi, des traits paranoïaques. Alors c'est abouti, au fait au lieu d'avoir une conception d'un trouble bien délimité, heu, les troubles de personnalité dans le DSM et dans la vie ne sont pas limités. On est arrivé à une autre conception, c'est de considérer la réunion de traits de personnalité pathologiques, qui sont la triade et la tétrade noire. Alors qu'est-ce que c'est que la triade noire? C'est l'association de narcissisme, psychopathie et machiavélisme. Le machiavélisme, c'est ce qu'on voit constamment, en politique, puisque Machiavel était secrétaire des Médicis sous la Rempart et puis il a pu être a été un grand poste d'observation pour voir ce qui se passait à l'époque où il y avait à la fois une république et une monarchie qui s'installait à Florence, celle des Médicis et il a observé que,
ce qu'était le prince. Le prince est un grand dissimulateur et il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, quelqu'un de religieux, quelqu'un de bien, qui est décent, qui aime les autres et qui s'occupe des autres et qui, s'il maintient cette façade, il pourra, à l'abri de cette façade, manipuler les autres tranquillement et faire ce qu'il veut. Et il faut qu'il ait des actes de piété pour bien impressionner le bon peuple. Et ça fait partie de la bonne gestion machiavélienne du pouvoir. Ceci dit, en écrivant ça, Machiavel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des conseils au prince, il a donné aussi des conseils au peuple pour savoir se débarrasser des tyrans narcissiques. Donc c'est un discours à double face. Et c'est pour ça que si vous visitez Florence, vous verrez son tombeau à Santa Croce. Il est quand même très révéré par l'Italien et par le monde entier. Et également, il est l'homme qui a fondé la politologie. Donc le trait machiavélien est un trait important. Alors si on prend maintenant la tétrade noire, il y a association de narcissisme, psychopathie, c'est-à-dire marcher sur les pieds des autres et enfreindre les règles, et également de machiavélisme, mais on ajoute la dimension sadique, c'est-à-dire on prend plaisir à humilier les autres, on prend plaisir à les blesser, on prend plaisir à les tuer. C'est ce que disait Joseph Staline. Une bonne journée et celui où un de mes ennemis a été exécuté. Donc c'est le trait sadique, qui prenait plaisir, et ce n'était pas une nécessité politique ou historique, c'était le plaisir. Donc le sadisme fait partie de la tétrade noire. Alors il y a eu beaucoup de travaux sur cette triade et cette tétrade noire qui ont montré que cette association était particulièrement toxique dans les entreprises et qu'elle était particulièrement toxique dans la vie. Et en France, il y a des travaux de Chabrol, qui est à Toulouse, qui a montré qu'il y avait une corrélation avec la délinquance juvénile et qu'il y avait aussi une corrélation avec le suicide et des troubles du comportement chez les délinquants le progressif, etc., et les lycéens. Donc, c'est des choses qui est à nos portes. Quand on voit ce qui se passe dans les banlieues, on peut aussi se poser la question. Ce sont les chefs de gang, ce sont aussi les trolls sur Internet, ce sont des personnes abusives qu'on rencontre. C'est ce qu'avait décrit assez habilement en son temps Raclamier. J'ai connu Raclamier, rencontré à l'Europolis, une fois personnelle et institutionnelle. C'était un homme qui n'était pas du tout narcissique. C'était quelqu'un qui observait. Et il a écrit qu'il n'avait pas eu de narcissique dans son job de psychanalyste, mais il en avait observé dans la vie. Et il avait une préscience du problème actuel en disant que finalement, Mussolini était le bon exemple du trouble narcissique de personnalité. Il aurait pu éviter aussi, hein, et peut-être aussi Staline, qui semble-t-il, ce que je dis dans mon livre, c'est que je fais les biographies de Hitler, Staline, etc., en détail pour montrer que le trouble narcissique est là dans son hyper-fonctionnement avec la tétrade noire. Et justement, est-ce qu'on veut un leader narcissique? Et qu'est-ce que ça dit sur la population qu'il a élue? Bah, ça en dit beaucoup, c'est-à-dire pour que ça marche, c'est ce qu'on voit avec le Trumpisme et avec d'autres formes de leaders narcissiques dans le monde, que ce soit en Russie, ailleurs, c'est pas une chose. C'est qu'il faut d'abord une situation de crise morale où les repères moraux se dissolvent. Il faut une crise économique qui fait que les gens sont inquiets. Il faut qu'apparaisse un leader narcissique grandiose qui dise mais moi j'ai la solution et que vous avez compris, j'ai la solution. Et pourquoi vous avez la solution? Je suis quelqu'un qui est spécial. Et il se pourrait que je sois l'élu de Dieu. Et à ce moment-là, il y a un ralliement des gens qui ont une structure faible, c'est-à-dire qui sont prêts à croire quiconque les sortira des ennuis où ils sont. Et dans un climat de dissolution morale, intellectuelle, on fait sus aux intellectuels, ce sont des salauds qui vous racontent des choses qui ne sont absolument pas normales, et on élimine progressivement toute discussion possible du leadership grandiose. On fait des élections et le leader narcissique est élu. Il faut rappeler quand même que Hitler a été élu de manière parfaitement légale.
Mais une fois que les leviers du pouvoir sont pris par le leader narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe toutes les sources de contestation et il détruit la démocratie et instaure un régime oligarchique ou tyrannique. Donc, ce qu'avait perçu en son temps, dans les années 50-60, Fatiamier, et qui était rétrospectif et tout à fait juste pour explorer la période actuelle à travers ce fonctionnement d'un ego surdimensionné qui est à peu près certain que Dieu est à ses côtés et qui entraîne une population sur cette pente à travers des médias de plus en plus envahissants qui proclament sa vérité et détruisent euh, la réalité et tout ce qui est autre chose que la vérité alternative qui est imposée aux gens par voie des médias et actuellement des médias qui fonctionnent très très bien comme les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui motive un narcissique? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance, d'adulation? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus pervers derrière? Alors, j'aime pas bien le terme de pervers, c'est un terme un peu moralisateur, hein. Alors, les études sur le trouble narcissique de personnalité ont montré qu'il y avait, si on observe dans ce qui se passe dans l'actualité, c'est un schéma de grandiosité, d'inflation de soi et d'irrespect des règles. Donc, c'est les principaux schémas qu'on va trouver quand on fait des thérapies. Si on le voit de manière longitudinale dans le temps, le trouble narcissique de personnalité a souvent eu des parents qui l'élevaient dans l'idée que tout lui était dû et qui étaient là pour lui donner tous ses besoins avant même qu'il ait le temps de le dire. Et il est élevé dans une absence de contraintes vis-à-vis des autres et de structure morale forte. Ou alors, il y a un autre type de narcissique qui est celui qui a des parents hyper exigeants, qui lui inculquent un perfectionnisme grave, qui va alourdir sa vie qui va lui permettre peut-être de faire une ascension sociale, mais aux dépens de sa propre vie. Donc, une éducation sans limite, euh, peut-être le facteur décisif. Il y a eu plusieurs études qui l'ont montré. Et en France, on a eu le phénomène Dolto. Dolto disait: laissez l'enfant devenir le plus égocentrique possible, c'est très très bien, etc. Vous verrez, après, il sera généreux, altruiste. C'est exactement le contraire qui se passe. Et aux États-Unis, il y a eu le mouvement d'estime de soi, qui est devenu absolument dithyrambique, en disant, il y avait même laquelle il était devenu l'état de l'estime de soi. J'ai connu cette époque, parce que j'étais me former en Californie en 1977, où tout ce qui comptait, c'était soi, et on était entitled. Vous avez repris le mot entitled, c'est-à-dire qu'on a des droits spéciaux, et chaque individu a droit à une reconnaissance, à des droits spéciaux, quoi qu'il ait fait. Ce qui est complètement contre-productif, puisque si l'on s'attribue des droits spéciaux sans avoir rien fait, on est enclin à monter sur les pieds. Peut-être on a toujours raison, qu'on est le meilleur, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas une bonne gestion. Et il y a beaucoup de psychologues comme Seligman qui se sont élevés contre le mouvement estime de soi en disant que les enfants perdaient le lien entre l'effort, la réalisation de soi et les récompenses qui en résultent. C'est-à-dire qu'on fabriquait des consommateurs narcissiques pour qui l'altruisme n'existe pas. Et on en voit les effets actuellement à travers les médias, avec les influenceurs qui vendent simplement ce qu'ils font tous les jours, en disant: «Mais c'est formidable, vous voyez ce que je fais, ça vaut le prix que vous mettrez dans les vêtements que vous allez acheter et abonnez-vous à mon site». Donc c'est le système des followers. Donc l'assomption du narcissisme roi, qui apparaît dans les années 2010, et il y a des études qui ont montré la corrélation avec la génération dite X, qui n'a connu que les réseaux sociaux, etc., de cette tendance qui va devenir la norme et surtout le sujet maximum d'adoration, d'adulation, de renforcement par l'argent, de renforcement monétaire et de renforcement par la célébrité. Donc les psychologues se sont élevés sur ce système qui fait que c'est ce qu'on appelle la lead generation. Les gens vont devenir de parfaits, comment on qualifier ça? De parfaites bulles narcissiques qui risquent d'éclater d'ailleurs à un certain moment et qui font régner la loi sur les réseaux sociaux.